Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Redonner du sens, créer du lien, se rendre utile. Nous sommes nombreux à partager ces aspirations, mais comment les mettre en œuvre dans son travail? À quelle échelle? C'est la question que l'on se pose ce matin avec vous, Pascal Brice. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des acteurs de la solidarité. On va faire quelques définitions dans quelques instants pour expliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit. Vous avez donné un prix hier, le prix Olivier Ferrand Terra Nova. Ce prix, il a été décerné à Brandy Boloko. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au téléphone avec nous parce qu'il y a eu des petits soucis de circulation. Vous animez une association qui s'appelle la Cité des Chances. Elle est née pour promouvoir l'engagement citoyen des jeunes de banlieue en leur donnant des outils et en les accompagnant dans la vie citoyenne. Alors félicitations tout d'abord. Et puis peut-être pourriez-vous nous expliquer justement, Brandy Boloko, en quoi consiste votre travail au sein de cette association? Alors déjà, merci beaucoup de nous recevoir et merci pour votre félicitation. Alors, Cité des Chances, on l'a créé il y a bientôt 5 ans avec un objectif, comme vous l'avez dit, de promouvoir l'engagement citoyen chez les jeunes de quartiers populaires, en partant du constat que finalement, on n'a pas la même égalité des chances devant la chose publique et la chose politique. Moi, par exemple, je ne me suis jamais intéressé à la politique avant mes 20 ans, et c'est parce que j'ai les bonnes opportunités, les bonnes rencontres au bon moment, que finalement, je me suis rendu compte que j'étais légitime et capable finalement d'exprimer mon opinion. Alors, ce qu'on fait, c'est être la chance que nous-mêmes, on n'a pas eue quand on était jeunes. Alors, du coup, on va dans les lycées et on fait un parcours citoyen avec de l'éloquence, des simulations parlementaires, où les élèves jouent des rôles de députés, de sénateurs, de journalistes, de lobbyistes, d'associatifs et d'experts. Et on fait visiter l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil régional. Et alors, comment réagissent ces élèves? Pardon, je vous ai interrompu. Comment réagissent-ils, Brandy Boloko, ces élèves, ces personnes que vous sensibilisez donc à la chose publique finalement? Les élèves, déjà, il faut savoir qu'ils ont un avis, qu'ils ont une opinion. Bien qu'on a a priori qu'ils ne l'ont pas, ils en ont une parfois forte. Maintenant, il faut les former à s'exprimer. Et donc, en fait, ils prennent à bras le corps la simulation parlementaire, les ateliers d'éloquence, et se disent pourquoi pas moi j'aimerais bien être journaliste plus tard du coup, j'aimerais être lobbyiste. Il y en a qui ont rejoint l'association, qui se sont engagés politiquement, notamment au municipal de 2020. Et donc finalement, c'est juste ce levier-là de se dire ok, je suis légitime, capable, et trouver la forme qui me convient pour m'engager. Pascal Brice, je le disais, vous êtes président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Dites-nous ce qu'est cette fédération, à quoi elle sert, que visez-vous? Au fond, elle vise à accompagner tous les bandits bolocaux de ce pays, qui nous donnent des bouffées d'oxygène dans les associations, dans un moment où le pays étouffe des fragmentations, étouffe du conformisme. Vous avez là un millier d'associations qui luttent contre la pauvreté, contre la précarité partout dans le pays, qui accueillent près d'1 million de personnes qui sont confrontées à la pauvreté et à la précarité, et qui inventent difficilement, mais avec beaucoup d'engagement, les moyens de construire ce dont vous parliez, le lien social. Bon, alors c'est un monde purement associatif? La Fédération des acteurs de la solidarité, ce sont des associations de travailleurs sociaux, travailleuses sociales, de bénévoles, et qui sont ici fédérés pour accompagner celles et ceux qui sont confrontés à la pauvreté et à la précarité. Mais alors justement, concrètement, Brandy Boloko, une association comme la vôtre, elle vit de quoi? De dons, de subventions, de bénévoles aussi qui travaillent mais sans être rétribués. Expliquez-nous un peu concrètement comment ça fonctionne. Alors aujourd'hui, nous, les forces de l'association, elles sont de plusieurs ordres. La première force, c'est nos bénévoles, les ressources humaines. Sans toutes ces personnes qui donnent de leur temps, de leur cœur, de leur énergie pour l'association et pour l'autre, finalement, on n'en serait pas où nous en sommes aujourd'hui. Ensuite, bien sûr, des ressources financières et surtout de l'aide des institutions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre principal frein, c'est l'entrée dans les lycées. C'est l'entrée dans les lycées et donc, il faudrait que les académies, que l'éducation nationale nous offre les accès aux lycéens et aux lycées pour qu'on puisse faire de notre mieux. C'est bien de dire aux professeurs d'encourager les élèves à la citoyenneté, mais il y a des associations comme la nôtre et beaucoup d'autres qui peuvent également accompagner les professeurs et les lycées, mais pour ça, il faut réorganiser
tout le tissu éducatif pour pouvoir faire de la co-construction de programmes éducatifs. Et ça, aujourd'hui, c'est notre gros défi. Et on pense que des associations comme une think tank comme Terra Nova peuvent nous aider, peuvent être des vrais leviers pour nous dans notre développement. Mais voilà, il faut que les institutions aussi nous aident à faire notre travail. Mais ça veut dire que vous avez des bénévoles, vous n'avez aucune subvention, vous n'avez pas, je ne sais pas, des mécènes qui vous font des dons. Comment travaillez-vous? Comment fonctionne votre association? Alors, depuis assez peu, on commence justement à avoir, comme hier, des prix comme Terra Nova qui vont nous aider et financièrement et aussi dans notre accompagnement. On a aussi le Philanthrope qui nous aide et beaucoup d'autres prix et subventions auxquels on a participé qui vont nous aider dans notre développement. Mais c'est un mix privé, public et aussi notamment les dons des bénévoles pour adhérer à l'association. Donc c'est vraiment tout ce business model qui doit se mettre en place pour qu'on puisse devenir pérenne. Mais c'est aussi beaucoup d'aide des institutions pour qu'on puisse véritablement travailler dans les lycées. Parce qu'on a beau avoir tous les dons qu'on veut, si on ne peut pas faire ce qu'on fait dans les lycées, parce que les lycées nous sont fermés, finalement, ça va être beaucoup plus dur que de le faire avec l'aide des pouvoirs publics. Pascal Brice, ce monde associatif que vous surveillez, sur lequel vous travaillez, c'est un monde qui vit de quoi aujourd'hui ? Il vit d'abord de l'engagement, de l'expertise des travailleurs sociaux, travailleurs sociales, de l'engagement de ces Voilà, les travailleurs sociaux, ils sont rétribués par l'État. Ils sont rétribués par l'État ou les conseils départementaux, et très mal. Vous faites une matinée sur le sens du travail. Je peux vous dire que parmi d'autres dans ce pays, salariés, les travailleurs sociaux, mal rémunérés, sont aussi en perte de sens. C'est la raison pour laquelle nous, les plus jeunes dans les écoles de formation au travail social, dans un moment où la pauvreté est toujours là dans le pays, plus de 10 millions de personnes, où la société est quand même étreinte par toutes sortes de peurs, de frousses. Les travailleurs sociaux, c'est leur boulot que d'accommoder ces réalités de la vie. Et donc là aussi, il y a une perte de sens et de rémunération. Mais vous voyez, dans ce pays, et c'est le rôle de notre fédération de les accompagner, vous avez cette force d'associations qui sont soit des associations, je dirais, débutantes, comme celle de la Cité des Chances, et c'est la vertu de ce prix Terra Nova Olivier Ferrand que de les aider à grandir dans la belle action qui est la leur, mais aussi des associations grandes, petites, moyennes, des collectifs. Vous avez par exemple, à travers ce prix, qui a également souligné l'action de l'Auberge Marseillaise, qui est un lieu où des femmes qui ont pu sortir de la rue et leurs enfants sont accompagnés dans les chemins de la liberté pour lutter contre la prostitution, les addictions, pour travailler avec elles. Vous avez des lieux comme ça, des associations, des bénévoles, des travailleurs sociaux qui innovent au sens où ils créent les chemins de la solidarité et du lien social. Mais alors, pour le dire autrement, Pascal Brice, est-ce que la croissance de ce secteur est le signe du désengagement de l'État? Parce que finalement, ce que fait Brandy Boloko dans son association La Cité des Chances, c'est merveilleux, mais peut-être aimerions-nous que cela existe à l'échelle étatique. Je disais que ce pays étouffe notamment de conformisme. Et l'un des éléments du conformisme français, c'était incapacité à construire l'action citoyenne, l'action des associations en lien avec l'État. L'État, il devrait être là pour accompagner. Vous voyez, par exemple, on en a de beaux exemples. Le préfet des Bouches-du-Rhône accompagne l'Auberge Marseillaise. Mais vous avez trop souvent un État qui pèse, qui formate, qui a une approche technocratique, lointaine. Et donc, la Fédération des acteurs de la solidarité, mais aussi ce prix Terra Nova de l'innovation sociale et démocratique, a vocation à accompagner celles et ceux qui sont en capacité de comprendre que nous ne relèverons les grands défis de la pauvreté, de la transition écologique, de la participation démocratique, que dans une capacité de notre État à accompagner et non pas empêcher par des procédures interminables. Vous avez pas les travailleurs sociaux, ils se tapent des procédures bureaucratiques à l'infini. La FAS demande par exemple un choc de simplification, qu'on arrête de dire que par exemple un travailleur social, quand il accueille une femme, comme j'ai vu ça à Caen, dans un lieu d'hébergement, au bout de 6 mois,
tous les mois, il doit faire un rapport à l'administration pour expliquer pourquoi ces dames doivent rester encore là. Donc, il faut ouvrir, libérer ses capacités à innover. Brandy Boloko, c'est effectivement ce que vous vivez. Vous avez l'impression qu'il y a un certain nombre de simplifications essentielles à faire pour vous aider à remplir votre mission? C'est exactement ça. J'ai l'impression que la théorie, moi je vis la pratique et Pascal a expliqué la théorie. Nous, si c'est parce qu'on demande des agréments, il faut un agrément pour entrer dans un lycée, mais cet agrément il faut passer par l'académie qui va être validé par l'éducation nationale. Enfin bref, c'est beaucoup de trop lourd. Feuilles de administratif qui est trop lourd et qui simplifie pas nous notre travail d'entrer dans les lycées et de favoriser l'entrée dans la citoyenneté de ces jeunes qui, comme on l'a dit au début, sont assez éloignés finalement. Nous, on a besoin. Et vous, est-ce que vous trouvez votre travail au sein de cette association reconnu? Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de dispositifs qui permettent aussi de reconnaître le travail associatif. C'est le cas dans des universités, aussi dans des grandes écoles. Bref, c'est quelque chose de plus en plus reconnu. Comment le vivez-vous, Brandy Boloko? C'est la question qu'on se pose tous les jours avec le bureau de mon association, c'est comment reconnaître ce travail, même s'il est bénévole, c'est quand même un travail. On essaie d'avoir des mesures incitatives, c'est-à-dire travailler avec des universités pour que l'engagement dans l'association soit reconnu au niveau de la fac et donc avoir un bonus au niveau des notes, par exemple. Est-ce que peut pas avoir une petite rétribution par atelier, par exemple? Et donc la question qui se pose derrière, et c'est aussi le sens de cette émission ce matin, c'est qu'est-ce que le travail? Est-ce que le travail est forcément salarié? Est-ce que le bénévolat, c'est pas aussi une forme de travail et qui aussi donne du sens aussi à tout ce que font nos jeunes aujourd'hui? Et donc, nous, on essaye de porter un plaidoyer sur la rétribution, pas forcément financière, mais une rétribution du travail bénévole, du travail d'une association. Ce que moi, je fais personnellement, c'est aussi un peu de l'entrepreneuriat. Alors, comment aussi on peut être rétribué dans ce sens-là? Et je pense que quand on ira dans le sens de la rétribution globale, et non pas uniquement du travail salarié, mais du travail le plus large possible, on ira vers une société où les personnes auront un travail qui aura du sens pour eux, où ils seront heureux d'aller au travail et où finalement tout le monde trouvera sa place dans la société. Pascal Brice, vous en pensez quoi justement de cette vision alors harmonieuse telle que l'a décrit Brandy Boloko, mais qui est aussi une manière malgré tout optimiste? Il faut être optimiste quand on est entrepreneur, lorsqu'on fait de l'entrepreneuriat social, mais il y a aussi un certain nombre de limites et de freins pour ce type d'initiative. La chape de plomb est que là, comme dans d'autres domaines d'action du pays, très lourde. Il y a une vraie question sur le bénévolat et le travail social. On a eu cette discussion, par exemple, récemment sur l'accueil des Ukrainiens. L'État s'apprête à aider financièrement les familles qui ont ce bel élan d'accueil de familles ukrainiennes à titre bénévole. Et il y a des discussions, parce que les bénévoles dans les associations disent « non, nous, on ne fait pas ça pour être rémunérés ». Donc, il faut pouvoir faire en sorte que ce pays bénéficie pleinement de la capacité de la société à créer et à innover, notamment dans le monde associatif, mais aussi dans l'État. Mais encore une fois, c'est pas un cercle vicieux, parce que plus le bénévolat, plus le secteur associatif sera innovant, moins l'État sera contraint à l'être. Vous voyez, ça, je pense j'essaye d'appréhender cela de manière un peu différente. C'est-à-dire, mais la question. Vous me trouvez très français. Oui, moi aussi, et c'est notre fierté à tous deux, parce que tout ça, cet État a de grandes forces. Mais ce qui nous reste à inventer, que nous n'avons pas encore inventé, c'est encore une fois, laissons vivre toutes celles et ceux qui, dans ce pays, à titre professionnel ou à titre bénévole, ont envie de faire bouger le pays dans tous les domaines, de la transition écologique, de l'égalité sociale, de la participation démocratique, et faisons en sorte que notre État soit fort pour nous protéger, mais qu'il soit en accompagnement de toutes ces dynamiques, et non pas tatillon, bureaucratique, centralisé. Il y a là un enjeu très, très fort, et notre fédération accompagne les associations à ce titre, et notamment dans le dialogue avec les pouvoirs publics, pour leur dire, écoutez, regardez, je vais vous prendre un exemple.
Le RSA pour la question du RSA et de l'obligation de travail. Vous voyez bien que si on a un regard totalement formaté, idéologique, centralisé, on va mettre les gens dans des cases qui ne correspondent pas à la vraie vie, qui est que, ce que nous voyons nous dans nos associations, vous avez des bénéficiaires du RSA qui sont cabossés par la vie. Si l'on part de la capacité, comme nous l'avons fait d'ailleurs avec Elisabeth Borne pour le contrat d'engagement pour les jeunes très précaires, on part des personnes. On parle des travailleurs sociaux, on parle des missions locales, on parle des lieux de vie des personnes. C'est cela notamment que Terra Nova et le prix Olivier Ferrand ont salué à travers d'abord la Cité des Chances, mais aussi l'Auberge marseillaise et un autre très beau projet, Médecins Traitants, qui construit la capacité des personnes qui sont trop loin des soins à avoir accès à des médecins. Et là aussi, lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat social, est-ce que ça signifie qu'on fait carrière, peut-être que vous n'allez pas apprécier le terme, dans ce secteur? Est-ce qu'ensuite cela débouche sur de l'entrepreneuriat tout court? Bref, quelles sont les évolutions de ce secteur que vous connaissez bien, Pascal Brice? Écoutez, il y a toutes sortes de trajectoires. D'abord, vous avez les bénévoles. Ceux-là, ce n'est pas leur métier, même si un bénévole, un jour, peut devenir un professionnel. Le travail social, l'intervention sociale, la construction sociale, l'innovation sociale, c'est aussi et d'abord un métier. Et un métier dont je redis que ce pays commet une folie à ne pas le reconnaître, à le valoriser, le rémunérer à sa juste place. Et vous allez avoir des gens qui vont faire ça toute leur vie parce que accompagner un homme, une femme confronté à l'addiction, confronté à des problèmes de passage long à la rue, confronté à des violences contre les femmes, cet accompagnement-là, c'est un métier. Et puis certains vont faire un passage. On connaît des personnes qui, notamment dans ces temps de rapport au travail très évolutifs, vont dire moi j'ai envie d'un autre engagement et donc vont conduire ces interventions sociales. Les parcours sont divers, variés et c'est cela qu'il faut porter, encourager et valoriser. Et merci à Terra Nova de l'avoir fait à travers ce prix Olivier Ferrand. Et bravo à Brandy Boloko. En un mot, Brandy Boloko, qu'est-ce que vous allez faire de ce prix? Alors nous, on va profiter de ce prix parce que comme, je ne l'ai pas dit, mais on veut passer une dimension nationale, donc vraiment aller dans tous les lycées de France, et on va profiter de ce prix et de l'accompagnement de Terra Nova pour évoluer et passer ce cap-là grâce au réseau, grâce à leurs conseils, grâce à notamment l'aide financière. Donc nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. Voilà, le message est reçu. Bravo encore, Brandy Boloko. La Cité des Chances, c'est donc votre association qui a obtenu le prix Terra Nova Olivier Ferrand. Merci Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Dans quelques instants, on va s'interroger sur le sens du travail, redonner du sens au travail, une aspiration révolutionnaire. Un livre signé Thomas Coutreau et Coralie Pérez. Ils seront dans ce studio dans quelques instants. En attendant, il est 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Un taux historiquement haut de salariés ont quitté leur travail au cours des 6 derniers mois. Les employeurs, quant à eux, font face à d'importantes difficultés de recrutement. La grande démission que l'on observe aux États-Unis serait-elle en train de gagner la France? Est-on en train de vivre la fin du travail? C'est une expression un peu extrême, mais justement, pour en discuter, nous sommes en compagnie de Thomas Coutreau et de Coralie Pérez. Bonjour à tous les deux. Coralie Pérez, vous êtes socio-économiste, ingénieur de recherche à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre du Centre d'économie de la Sorbonne. Thomas Coutreau, vous êtes statisticien et économiste, chef du département conditions de travail et santé de la DARES, la direction statistique du ministère du Travail. Vous publiez Redonner du sens au travail, une aspiration révolutionnaire aux éditions du Seuil dans la collection La République des idées. On va donc beaucoup parler de travail et de sens du travail, mais avant cela, j'aimerais vous parler de l'inverse, autrement dit le sens du non-travail, par exemple le droit à la paresse. Coralie Pérez, est-ce que ce droit à la paresse qui a été évoqué, je crois, par certains politiques récemment, est-ce que ce droit à la paresse, il est effectivement porteur de sens aujourd'hui? Est-ce que c'est un droit que connaissent, je ne sais pas, les sociologues, les économistes?
En tout cas, pour répondre à ça, il faudrait déjà s'entendre sur ce qu'on appelle travail et sur ce qu'on en attend. Alors déjà, ces petites phrases, elles ont permis de mettre sur la place publique donc le travail dont on parle peu finalement, dont les politiques parlent peu au profit de l'emploi. Et nous, on pense qu'il est absolument nécessaire de parler de la soutenabilité du travail, de sa qualité, notamment face au mouvement de démission dont vous avez parlé, qui touche le secteur privé, mais aussi le secteur public, notamment on pense aux enseignants, aux infirmiers, aux infirmières, bien sûr. et la crise écologique. Donc il y a vraiment une nécessité à parler du travail. Donc encore une fois, ce débat, même s'il est introduit de cette manière, voilà, il permet de venir à la question du travail. Alors d'un côté, effectivement, il y a l'idée que le travail serait un effort fastidieux qu'on fait en contrepartie d'une rémunération. Et donc dans ce cas, le travail n'a pas de valeur intrinsèque. Donc c'est ce qu'on, voilà, pour dire la valeur du travail de la droite, voilà, pour parler comme ça. Et puis à l'opposé, le travail ne serait qu'une pure expérience d'aliénation dont il faudrait se départir, effectivement. Et dans ce cas, c'est plutôt la conception du travail d'une partie de la gauche. Voilà. Nous, on a une conception du travail dans cet ouvrage différente, qui est une conception politique aussi, hein, où on envisage le travail comme une activité de transformation du monde, de la nature et de l'individu lui-même. Alors, justement, est-ce que notre époque, Thomas Coutreau, n'a pas trop tendance à considérer que le seul sens de la vie sociale, l'inclusion, l'identité sociale, tout cela est procuré par le travail, alors qu'en réalité, on s'éloigne de plus en plus de cette représentation? En réalité, aujourd'hui, oui, il y a une injonction à travailler. Alors ça, c'est la fameuse valeur travail de la droite qui oppose les travailleurs aux La gauche, je assistés. crois, connaît la valeur travail. Il me semble que Oui, chez mais Marx, ça existe. Non, mais la valeur travail valorisée comme par opposition à l'assistanat, à la fameuse paresse. Bon. Et donc ça, Vous allez parler des allocs, vous êtes sur la- une pente glissante. c'est une vision un peu punitive du travail finalement qui est un devoir qu'on doit remplir à tout prix. Et si on ne le fait pas, on est un mauvais citoyen. Cette vision punitive du travail, elle est rejetée par la gauche qui considère, alors, peut-être de façon symétrique et tout aussi finalement caricaturale, que le travail est une pure souffrance, une pure expérience d'aliénation, et qu'il faut absolument réduire à tout prix la place du travail dans la vie. C'est un peu l'idée de Sandrine Rousseau, pour ne pas la citer. Alors que vraiment, les sciences du travail, la sociologie, la psychologie du travail, l'ergonomie elle-même ont montré vraiment de façon très solide à quel point le travail est une activité centrale dans la vie des gens, qu'on le veuille ou non, puisque c'est par là qu'ils sont présents au monde, par là qu'ils transforment le monde, qu'ils se transforment eux-mêmes. Et donc on ne peut pas nier l'importance du travail dans la vie sociale, et par contre, on peut contester la façon dont il est organisé aujourd'hui. Le Big Quit, donc ce phénomène qui aux États-Unis a été clairement établi avec des centaines de milliers de salariés qui décident de ne pas revenir au travail, est-ce que vous l'observez en France, Thomas Coutreau? Alors, la DARES a publié récemment une étude montrant que le taux de démission en France est à un niveau historiquement élevé, mais pas record. 3% de démissions par trimestre, c'est moins qu'aux États-Unis, mais en France, c'est un niveau extrêmement élevé. Il a été plus élevé quand? Alors, il a été aussi élevé, la dernière fois, c'était en 2007, juste avant la crise financière. Simplement, ce qu'on peut remarquer, c'est que les causes de ces démissions ont évolué par rapport à il y a une vingtaine d'années. La DARES et les données de Pôle emploi montrent que la question des conditions de travail joue un rôle beaucoup plus important aujourd'hui dans les décisions de démission, puisque, par exemple, pour les métiers en tension, plus de la moitié des métiers en tension, selon les données de Pôle emploi, des métiers en tension sont liés à des mauvaises conditions de travail, où les entreprises n'arrivent pas à recruter parce que les salariés ne veulent pas les conditions de travail qu'elles proposent. C'est-à-dire que l'on pourrait imaginer, je parle évidemment sous votre contrôle à tous les deux, que les démissions qu'on observe dans ces secteurs sont finalement celles de personnes qui vont trouver un travail ailleurs, dans des endroits où les conditions de travail, par exemple, sont moins pénibles. Coralie Pérez. Alors oui, c'est effectivement l'hypothèse qu'on peut faire. D'ailleurs, avant la crise sanitaire, un travail qui avait été publié par la DARES montrait que les personnes qui étaient mobiles, qui changeaient d'emploi, connaissaient une amélioration de leurs conditions de travail. Donc voilà, non seulement c'est l'objectif, mais en plus, elles l'atteignent. Et aux États-Unis... Donc c'est bien de quitter.
C'est bien de quitter. C'est une activité rationnelle, en tout cas sur le plan économique. Alors souvent les démissionnaires d'ailleurs ont alors soit des ressources qui leur permettent d'occuper un emploi ou trouvent un emploi avant de poser leur démission. Mais effectivement c'est un mouvement en tout cas qui vise à améliorer les conditions de son travail, la pénibilité mais certainement aussi le sens. Mais alors ça veut dire quand même qu'on n'en a pas fini avec le travail, on en a peut-être fini avec une certaine forme de salariat. Comment dire les choses, Thomas Coutreau ? En tout cas, ce qui est vraiment en crise aujourd'hui, c'est l'organisation, ce qu'on appelle le management par les chiffres. C'est-à-dire la façon dont aujourd'hui, dans les entreprises et l'administration, le travail est cadré, contrôlé, prescrit, standardisé, avec des obligations de traçabilité, de reporting permanent. Toutes ces procédures, ce qu'on appelle les process en langage managérial, pèsent extrêmement lourd sur les travailleurs et leur font perdre, c'est ce qu'ils disent dans les enquêtes, leur font perdre le sens, l'utilité de leur travail et les empêchent de développer leurs compétences, d'exercer leurs habiletés dans leur travail. Donc c'est vraiment cette mise en coupe réglée du travail par une organisation très abstraite, très bureaucratique finalement, et cette organisation, elle vient finalement de l'exigence de contrôle imposée, notamment par les marchés financiers qui souhaitent avoir une prévisibilité parfaite de la rentabilité de leurs investissements et donc contrôler à tout moment l'efficacité financière du travail. Ça aboutit véritablement à cette crise, à cette perte de sens qui est à la source de beaucoup de maladies, de souffrances psychologiques, de dépression. On l'a montré dans l'ouvrage. Et aussi donc de cette vague de démission. Jean Lémarie. J'ai une question en vous entendant tous les deux. Pourquoi est-ce que les politiques s'intéressent si peu à la réalité du travail, celle que vous décrivez aujourd'hui ? Alors ça, c'est une véritable énigme. Parce qu'on voit bien dans la société, il y a une très forte, ça fait des années qu'on parle de souffrance au travail, qu'on parle de risques psychosociaux, qu'il y a une multiplication de reportages sur vos antennes ou dans les journaux sur la façon dont les gens tombent malades de ne pas pouvoir travailler correctement. Et les politiques ne s'emparent pas de cette question. Aucun parti politique. Dans les dernières élections présidentielles, c'était totalement absent du débat. On a parlé de salaire, on a parlé d'emploi, et on n'a absolument pas parlé de travail, de souffrance et de possibilités de développement dans le travail. Donc ça, c'est une énigme, mais ça renvoie certainement à ces deux visions de la droite et de la gauche qui sont finalement symétriques et qui considèrent le travail comme une souffrance qui mérite salaire ou dont on doit se dégager, mais qui ne s'intéressent pas vraiment au travail réel. Mais est-ce que l'on est en train de tourner une page ? Est-ce qu'il y a une crise de l'organisation traditionnelle du travail ? Crise du Fordisme, par exemple, disent certains. Qu'en pensez-vous, Coralie Pérez ? Qu'est-ce que l'on désigne par crise du Fordisme ? Alors, effectivement, ces organisations du travail se servent des outils numériques pour aller encore plus. On parle de de taylorisme digital. Donc, ces organisations, finalement, n'émancipent pas du tout les travailleurs, abîment leur santé. Alors, certes, les progrès technologiques ont permis peut-être d'alléger en partie la pénibilité physique, mais on a vu une explosion des risques psychosociaux. Donc il y a besoin de repenser les organisations du travail dans l'industrie, mais aussi, on le voit de manière cruciale, dans les services publics, à l'hôpital, où les soignants sont accablés par tout un travail de reporting qui mange sur l'activité de soins. Donc voilà, il y a une nécessité vraiment impérieuse maintenant de questionner le travail et son organisation pour pouvoir prendre soin de la société. Alors est-ce qu'on tourne une page ? On aurait pu penser, avec la crise sanitaire, que les politiques allaient s'emparer de cette question. On a parlé des métiers essentiels, de ce qui était nécessaire à notre survie. Et pour autant, on a l'impression qu'on délaisse maintenant ce sujet au profit à nouveau de celui de l'emploi, dans le cadre notamment des réformes de l'assurance chômage et de la réforme du RSA. Donc, il y a vraiment pour nous, en tout cas, une urgence à poser cette question du travail. Alors, le problème, Thomas Coutreau, c'est qu'une partie de ces évolutions, elles se sont faites au nom de l'autonomie.
de l'autonomie de l'individu. Alors, est-ce que ça a été une fausse promesse? Est-ce que certains en bénéficient parce que la souffrance au travail n'est pas un cas généralisé pour tous les individus qui travaillent? Et il y a un grand nombre de personnes qui ne connaissent heureusement pas cette situation. Bref, il y a aussi des conditions de travail qui ont changé. Alors, sur la promesse d'autonomie, effectivement, elle a été faite par beaucoup d'entreprises, et beaucoup d'organisations, en valorisant les capacités initiatives. Vous avez le management par objectif. On dit aux gens, voilà, vous avez un objectif et vous débrouillez, vous travaillez comme vous voulez pour atteindre l'objectif. Donc ça, c'était la promesse du management. Mais elle n'a pas été tenue, cette promesse. C'est-à-dire que dans la pratique, ce qui a été mis en place, certes, on a fixé des objectifs, mais on a aussi fixé des procédures, des process et du reporting permanent. Y compris pour des métiers très qualifiés, des métiers de cadre, qui sont eux aussi de plus en plus. Et dans les enquêtes de la DARES sur les conditions de travail, on constate un déclin de l'autonomie sur les 20 dernières années. Donc la promesse n'a pas été tenue. Et là, c'est là vraiment qu'il y a une aspiration très forte chez les salariés à pouvoir enfin prendre en main leur travail. Mais pourtant, on a l'impression que le Big Quit, il touche surtout des salariés qui se plaignent de ne pas avoir d'autonomie, d'avoir des tâches très encadrées. Alors on parlait par exemple des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. On parle des enseignants qui se plaignent d'avoir un carcan. Tout à l'heure, on était dans le secteur de l'entrepreneuriat social et Pascal Brice disait que les travailleurs sociaux souffraient beaucoup justement d'un cadre. Bref, ça n'est pas en fait le trop-plein d'autonomie, même affiché, qui semble faire souffrir ces salariés. Coralie Pérez. C'est une autonomie qui est contrôlée par les instruments de gestion et de reporting, ce management désincarné, pour reprendre l'expression de Marianne Dujarier. Ce à quoi aspirent les salariés, c'est à une autonomie professionnelle, c'est-à-dire avoir la capacité à s'organiser et avoir les moyens de le faire pour pour réaliser leur mission, voire même, et c'est peut-être là que c'est une aspiration plus révolutionnaire, avoir la possibilité de peser sur les décisions de ce qu'on produit et de comment on le produit. Et l'utilité sociale dans tout ça, quel rôle joue-t-elle dans la manière d'appréhender son travail, Thomas Coutreau? On a vu dans la crise sanitaire cette question sur est-ce que mon activité est essentielle. Ça a été vraiment un débat qui a traversé la société, les familles, les collectifs de travail. Et il y a eu un bouleversement de la hiérarchie des représentations. On s'est aperçu que toute une série de métiers qui étaient méprisés jusqu'alors, en fait, sont vraiment des métiers essentiels, alors que d'autres qui sont en haut de l'échelle des rémunérations, on a très bien pu s'en passer. À l'hôpital, par exemple, les équipes se sont réorganisées de façon très rapide pour faire face à la crise du Covid, indépendamment de la hiérarchie gestionnaire. Donc, on a vu temporairement, à la fois les aspirations et les capacités à la réorganisation. Du travail dans un sens plus démocratique. Alors moi, je voudrais avancer une piste parce que de réflexion pour la gauche sur cette question de l'émancipation dans et par le travail. On parle beaucoup de la réduction du temps de travail, une manière de réduire la place du travail dans l'existence et de développer des activités de loisirs ou des activités politiques autonomes. Or, il nous semble aujourd'hui que c'est important de repenser les objectifs même de la réduction de temps de travail pour en faire un outil d'émancipation, non pas par rapport au travail, mais d'émancipation dans le travail. Et donc, nous, ce que nous proposons, c'est ce qu'on appelle une réduction du temps de travail subordonné, c'est-à-dire un temps de délibération sur le travail payé par l'employeur, mais réalisé de façon autonome par les collectifs de travail avec les élus de proximité. Un temps de délibération à l'issue duquel les salariés, les travailleurs pourraient proposer des améliorations dans l'organisation de leur travail pour qu'ils soient plus utiles, pour qu'ils soient plus efficaces, pour qu'ils atteignent moins leur santé. Et la loi prévoirait que l'employeur soit obligé de répondre à ces demandes ou d'expliquer pourquoi il ne peut pas y répondre. Et on aurait là, vraiment, en développant, à travers cette réduction de temps de travail, en développant la délibération politique sur le travail, sur ses finalités, sur son mode d'organisation, on aurait un outil pour permettre aux travailleurs de reprendre en main cette question qui est si importante pour eux et sur laquelle aujourd'hui ils sont laissés à l'abandon par les politiques.
Et là aussi, Coralie Pérez, parmi donc ce qui peut faire souffrir au travail la perte de sens, il y a une expression qui a fait Flores, on la doit à l'anthropologue David Graeber, c'est celle de bullshit jobs. Je vous laisse le soin de la traduire si vous le voulez bien, et de nous dire quel rôle elle a, parce qu'elle désigne bien le sentiment d'un certain nombre de personnes qui ont l'impression de faire un travail dépourvu de sens. Alors oui, cette expression qu'on n'a plus besoin de traduire, tout le monde comprend. Une belle pirouette. Désigne effectivement des emplois qui n'ont pas de sens. Alors chez Graeber, c'était plutôt des emplois qualifiés, de consultants, d'ingénieurs, pas d'ingénieurs, plutôt de consultants, des emplois de service, hein, mais qui n'avaient pas d'utilité aux yeux de leurs propres détenteurs et qui étaient là en quelque sorte pour, je crois que ce qu'il emploie comme expression, c'est management féodal, hein, en fait une cour en quelque sorte qui donnait du pouvoir donc aux supérieurs hiérarchiques. Alors nous, il n'y avait pas de réflexion sur le sens du travail chez Graeber, hein. Nous, on a une conception différente, hein, des jobs qui n'ont pas de sens, puisque on a 3 dimensions: l'utilité sociale dont vous avez parlé, la cohérence éthique et la capacité de développement que peut apporter l'exercice d'un travail. Avec une autre crise, puisqu'on parlait de crise du Fordisme, et peut-être la dernière chose sur laquelle on pourrait terminer, Thomas Coutreau, c'est que la crise écologique rajoute une dimension supplémentaire par rapport à ceux, par exemple, qui peuvent redouter dans leur travail de tous les jours, aller à l'encontre de l'intérêt de la planète. Oui, alors nous avons mesuré pour la première fois ce qu'on appelle le remords écologique ou le conflit éthique environnemental, c'est-à-dire les gens qui, dans leur travail, ont le sentiment que ce qu'ils font porte atteinte à l'environnement. On a pu chiffrer ça, donc ça représente 7% des salariés qui travaillent au quotidien avec l'impression qu'ils sont en train de détruire la nature. Et c'est un facteur de stress, c'est un facteur aussi qui déclenche des mobilités professionnelles, hein, on le voit bien, alors on l'a observé ces derniers mois après la crise Covid. Ce qui est évidemment décisif, hein, c'est dans quelle mesure est-ce que les travailleurs, et en lien avec la société civile, les associations, pourront reprendre la main sur la détermination des objectifs et des finalités de leur travail. On ne résoudra pas la question écologique si on ne redonne pas du pouvoir aux travailleurs et à la société sur l'organisation et les finalités du travail. Ce sens-là du travail, il est à trouver dans Redonner du sens au travail, une aspiration révolutionnaire. Le livre que vous publiez, Thomas Coutreau, Coralie Pérez, aux éditions du Seuil, collection La République des idées. Merci de nous avoir rendu visite ce matin. On va évoquer d'autres travaux, par exemple les travaux de France Culture, les podcasts et puis le 845 dans quelques minutes.